Christophe Castaner, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, député des Alpes de Haute-Provence et président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Le projet de loi instaurant le pass vaccinal a été adopté. Promulgation de la loi quand? Je sais que les socialistes vont saisir le Conseil constitutionnel. Il a été annoncé effectivement une saisine du Conseil constitutionnel. Je sais que le Conseil constitutionnel se prépare à travailler vite, au-delà même du délai légal qui peut être le sien. Et donc nous espérons que d'ici la fin de la semaine, le Conseil constitutionnel se soit prononcé et que le président puisse promulguer ce texte. Entrée en vigueur la semaine prochaine? Oh non, peut-être d'ici la fin de la semaine, si tout va bien, nous soyons optimistes. Bien, regardons. Je viens de parler du Parti socialiste, du Conseil constitutionnel. Pourquoi? Eh bien parce que les socialistes ne comprennent pas pourquoi le responsable d'un établissement recevant du public pourrait, s'il a un doute sur le pass présenté, vérifier la véracité des faits, vérifier l'identité du propriétaire du pass. Je ne comprends pas cette polémique. Mais parce pourquoi? que l'objectif, c'est quoi? C'est de lutter contre la fraude documentaire, contre des faux documents, contre quelque chose qui est illégal. Or, un patron de bar n'est pas un policier. Un patron de bar... Aujourd'hui, Jean-Jacques Bourdin, si vous avez l'air mineur et que vous commandez une bière, le patron de bar peut vous demander votre pièce d'identité. Si vous allez chercher un colis à la boutique du coin, vous savez que ça se développe beaucoup, le responsable de l'établissement peut demander votre identité. Quand vous êtes élu local, vous tenez des bureaux de vote. Vous n'êtes pas officier de police judiciaire dans ces fonctions-là. Eh bien, vous demandez dans les communes de plus de 1000 habitants une pièce d'identité. Voire si vous avez un doute, dans les communes de moins de 1000 habitants, vous demandez aussi une pièce d'identité. Donc nous voulons lutter contre la fraude et je pense que nous devrions sur ce sujet nous retrouver avec les LR, avec le Parti socialiste. Ça n'est pas le cas. Nous sommes les seuls à vouloir nous donner les moyens. En cas de fraude manifeste, le patron dont vous parlez, de l'établissement, s'il a un jeune homme qui lui dit « je m'appelle Edmond » et qui présente un pass où il est né en 1966, eh bien, il peut douter et il va dire « bien non, jeune homme, je ne vous servirai pas dans mon établissement ». C'est-à-dire que le patron de bar va dévisager son client pour savoir s'il a un doute, pas de doute. C'est exactement comme il le fait quand il vend de l'alcool. Quand il vend de l'alcool. Donc ne nous inquiétons pas, et c'est une mesure qui a été travaillée avec leurs représentants au sein de l'UMI, et j'entends plus de cris d'orfraie de nos oppositions que des professionnels. Passe vaccinal dès l'âge de 16 ans. Oui, 16 ans. C'est ce que nous avons maintenu. Pas 12 ans. 16 ans. Nous avons maintenu le pass sanitaire pour les jusqu'à 15 ans et donc moins de 16 ans. Et à partir de 16 ans, le jeune adulte peut décider de se faire vacciner, d'ailleurs sans même l'autorisation de ses parents. Et donc nous avons veillé à ce qu'il ait les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, Christophe Castaner. Imaginons, je suis non vacciné, mais négatif. Je ne peux pas entrer. Mais c'est quoi de négatif ? Négatif. J'ai été testé, je ne sais pas moi. C'est la différence. C'est la différence entre le pass sanitaire, où vous aviez la possibilité de dire je ne me vaccine pas, mais tous les 2 jours je vais faire un test et donc je présente mon test PCR, et le pass vaccinal où effectivement nous excluons la possibilité de faire seulement ce test. Vous savez, ce qui compte, c'est que nous ayons un maximum de personnes qui soient vaccinées. On le voit avec la vague Omicron. Si nous faisons face, si nous tenons bon dans nos hôpitaux, et quand je dis nous, je veux saluer les soignants, si nous tenons bon à ce niveau-là de contamination du variant Omicron, et le fait que vous ayez aujourd'hui aussi peu de dommages dans notre système de santé et qu'il puisse tenir, c'est parce que nous sommes à un taux record de vaccination. Nous devons maintenir cet effort et l'augmenter encore. Le pass vaccinal jusqu'à quand ? Il n'y a pas de limite de temps. Mais la limite, c'est le moment où nous n'en aurons plus besoin le plus vite possible. Plus nous nous vaccinons, plus collectivement nous respectons les règles, plus vite il reculera. Qui décidera? Le gouvernement, l'Assemblée nationale? Comment fera-t-on? Fera-t-on, je ne sais pas moi, en dessous d'un plafond de 10 000 hospitalisations? C'est ce que proposaient les LR, je crois. 10 000 hospitalisations, on supprime le pass vaccinal. Mais de fait, il sera supprimé. Mais vous savez comment ça marche? Le Parlement vote une sorte de boîte à outils et donne à l'exécutif des outils qu'il peut actionner les uns et les autres, les uns ou les autres en fonction de la situation. Et on a toujours voulu réagir le plus vite possible. Et donc aujourd'hui, il s'agit de donner ces outils, mais que ce soit le chef de l'exécutif, le président de la République, le Premier ministre ou les parlementaires, chacun à sa place, personne ne souhaite que ce système perdure. Mais la situation sanitaire aujourd'hui, même si on connaît une légère amélioration, implique que nous nous armions et que nous combattions le virus. C'est ce que nous faisons. Avec des amendes prévues,
Des amendes pour ceux qui ont un faux pass vaccinal ou ceux qui fabriquent de faux passes vaccinales, qui délivrent de faux passes vaccinales. Avec des amendes augmentées. Et effectivement, avec un combat que nous devons mener. Il est insupportable d'imaginer qu'aujourd'hui, il y a des filières qui s'organisent pour produire de faux passes. Bien, oui, mais pour aller jouer à Roland-Garros quand on s'appelle Djokovic, on pourra venir sans vaccin. Il n'en est pas question. J'ai vu que Roland-Garros et les organisateurs s'étaient prononcés en ce sens hier, je vous le dis. Au même moment, j'étais à l'Assemblée nationale avec mes collègues députés. Au même moment, nous votions le pass vaccinal pour l'ensemble de ceux qui iraient à Roland-Garros, mais pour l'ensemble des Français. Et donc, il n'est pas question que pour des grands sportifs, pour des artistes, pour des personnalités, entre guillemets, on déroge à la règle. La règle, elle s'applique à tous. Et donc Djokovic, non vacciné, ne jouera pas à Roland-Garros. Il n'a pas vocation à jouer s'il ne respecte pas une règle qui va s'appliquer aux spectateurs, qui va s'appliquer aux ramasseurs de balles, aux professionnels qui vont travailler et tenir une boutique sur Roland-Garros. Dans quel monde serions-nous si on considère que parce qu'on est une star, on peut déroger à la règle? Eh bien non. Christophe Castaner, pourquoi ne pas tester en priorité les personnes à risque de formes graves du virus? Aujourd'hui, nous voulons tester tout le monde. Oui. Et nous avons la capacité de tester tout le monde. Il est vrai qu'on a connu des moments avec des tensions, des queues un peu plus longues. C'est pas facile, c'est pas toujours facile. Vous avez raison, le gouvernement a répondu. On augmente encore le nombre de personnes capables de faire, susceptibles et autorisées de faire ces contrôles-là. On augmente le nombre de lieux pour cela. Ça reste la meilleure des protections, celle de savoir si ou non on est porteur du virus. Parce que il y a beaucoup de formes asymptomatiques et donc on prend le risque, parce qu'on ne sait pas, de diffuser largement et notamment avec le variant Omicron. Donc, faites-vous tester le plus souvent possible dès que vous avez un doute. Je sais que c'est astreignant, je sais que c'est compliqué, mais de toute façon, je sais la fatigue des Français face au virus. Mais elle n'est pas propre, cette fatigue, aux seuls Français. C'est un phénomène mondial. Testons-nous. On a la chance d'avoir un système qui nous permet de nous tester gratuitement quand on est rentré dans la logique de la protection du vaccin. Un système qui nous permet d'avoir les vaccins gratuitement, de faire le rappel. Vendredi dernier, près de 700 000 personnes en France ont fait l'objet de la vaccination. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que 85 000, ce n'était pas le rappel. C'était pour l'essentiel des primo-vaccinés. Des primo-vaccinés. Premier vaccin. Premier vaccin. Et on est sur une moyenne de 50 000 par jour. Oui. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi. La loi, avant même d'entrer en vigueur, le fait qu'elle était posée, discutée, amène aussi des femmes et des hommes vers la vaccination. Et c'est bien parce que c'est la vaccination qui va nous rendre plus forts dans notre société. Bien, info BFM TV ce matin à propos des traitements contre le Covid. Pfizer va investir 520 millions d'euros en France sur 5 ans pour soutenir la production et la recherche de traitements contre le Covid-19. Je crois que c'est à Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques, la première implantation. Pilule anti-Covid. Le 17 mars prochain, deuxième anniversaire du premier confinement. Vous avez vu la tribune du monde de la santé qui demande tout le monde réuni, les associations, le conseil de l'ordre des médecins, les fédérations hospitalières, tout le monde réuni, qui demande quoi? Un débat public sur l'avenir du système de santé. Un grand oral en quelque sorte, sur une chaîne de télévision où se retrouveraient tous les candidats à la présidentielle. Est-ce que vous êtes favorable à cette initiative? Est-ce qu'Emmanuel Macron, qui sera candidat, plus personne n'en doute, devra participer à cet oral? Alors, je ne sais pas s'il participera à cette oral, je ne sais pas s'il sera candidat et quand il le sera. Enfin, mais ce que je sais, c'est que nous devons prendre du temps pour réfléchir à notre système de santé. Nous avons paré à l'urgence d'un système qui est en grande fragilité depuis 30 ans, notamment avec le numerus clausus que nous avons supprimé pour former un nombre suffisant de médecins. Nous avons investi 8 milliards d'euros dans la revalorisation salariale. Nous investissons 17 milliards d'euros dans les investissements dans les hôpitaux de proximité comme dans les grands hôpitaux. Mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut aller plus loin et qu'il faut réfléchir à la transformation globale de notre système de santé en France, entre le privé, le public, la médecine de ville, la médecine des hôpitaux, et que ce sera au cœur de la campagne présidentielle. Au cœur de la campagne présidentielle. Moi, j'ai une question toute simple à vous poser, Christophe Castaner. La crise sanitaire n'a pas interrompu la réduction des capacités hospitalières. Pourquoi? Alors, pourquoi? C'est pas exact. Parce que la réalité, c'est que nous investissons. Alors c'est un peu technique, mais ça s'appelle l'ONDAM. Nous investissons beaucoup plus que ce que nous n'avons jamais fait, y compris dans nos hôpitaux et dans nos hôpitaux publics. Oui, mais par contre, les tensions que nous connaissons et la suppression de lits liés à ces tensions, la maladie, 5700 lits supprimés en 2021, 1400 lits de jour créés.
Alors, voilà, ce sont les chiffres du ministère. Oui, mais qui sont explicables par le fait que vous ayez aujourd'hui moins de médecins disponibles, l'épuisement des médecins et donc des fermetures que vous pouvez trouver, que vous pouvez accompagner, et puis une évolution du modèle de santé qui privilégie la médecine de jour, qui est moins traumatisante, mais je ne suis pas spécialiste de ce sujet. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous n'avons jamais autant investi à la fois dans l'immédiateté dans l'hôpital, mais aussi à moyen terme. Et la question du numerus clausus, c'est ça l'enjeu. On a, depuis 1971, organisé la rareté des médecins par le numerus clausus. Nous avons supprimé cela et nous devons aller plus loin encore. Donc tout n'a pas été fait. Et il y a des choses que nous n'avons pas réussi. Mais nous avons commencé un chemin qui est un chemin à l'inverse de ce que depuis 30 ans toutes les politiques publiques ont mis en œuvre dans ce pays. Puisqu'on parle du virus, est-ce que le niveau de circulation du virus va conditionner la date de la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron ? Je ne le crois pas, mais ce que je sais, c'est qu'il faut que le président de la République soit président de la République le plus longtemps possible. Parce que dans sa fonction, il doit protéger nos concitoyens. Ce que je sais aussi, c'est que les Français n'ont pas envie d'avoir un énième candidat de plus. Il y en a un par semaine qui tombe. Ils n'ont pas envie d'avoir un nouveau candidat. Un candidat de plus dans le débat politique, non. Mais évidemment, si Emmanuel Macron était candidat, ce que je souhaite, il faudra qu'il se prononce dans les semaines qui viennent. Dans les semaines qui viennent, c'est un peu vague. Oui, mais d'abord, je ne suis pas dans le... Dès que la crise sanitaire, non pas s'éteindra, mais baissera. Oui, elle baisse depuis quelques jours si je prends le taux de contamination. Donc non, je ne dirais pas ça. Bon. Mais bientôt, il faudra le faire. Mais en même temps, je sais qu'on a besoin d'un président qui soit à la manœuvre. Il sera cette semaine devant les parlementaires européens. Il est président en exercice pour la France de l'Union européenne. Et donc, il continue à agir, à travailler. Et je vais vous dire, même quand il sera candidat, de toute façon, nous continuerons à travailler et à bosser jusqu'au bout. Est-ce que la cellule de parrainage pour Emmanuel Macron a commencé ? À son travail. On a fait la collecte de parrainage. On a fait un travail ça a commencé. de collecte de pré-parrainage où on prend contact avec des élus pour leur demander s'ils souhaitent ou non parrainer Emmanuel Macron. Est-ce que cette règle des parrainages est encore adaptée ? Elle l'est parce que c'est la loi et donc aujourd'hui on ne peut pas être candidat à la présidence. On aurait pu la changer la loi. On aurait pu, mais vous auriez pu la changer en 5 ans. Bien sûr, mais ça ne nous a pas semblé nécessaire parce que c'est un dispositif qui a fait ses preuves jusqu'à présent, qui permet d'éviter qu'il y ait 150 que Marine candidats Le Pen, Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon ne puissent pas se présenter. Parce que ce serait un déni démocratique. Non, mais d'abord, c'est leur responsabilité, c'est pas la mienne. Oui. S'ils ne trouvent pas dans les 40 000 grands électeurs 500 personnes sur le territoire national susceptibles de dire moi je trouve que la candidature de Madame Le Pen ou la candidature de Monsieur Mélenchon est une bonne candidature, c'est un sujet qui doit les interroger eux, pas forcément moi. Ensuite, si on réfléchit à moyen terme, pourquoi pas envisager d'autres formes de parrainage, y compris de parrainage citoyen, avec les capacités numériques que nous avons aujourd'hui. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne change pas une règle aussi importante que celle-ci à 3 mois de l'élection. Donc en attendant, je les invite à travailler. Bien sûr, bien sûr, mais ça n'était pas une demande ni populaire, ni même des partis politiques, mais c'est aussi un vieux marronnier qu'a utilisé Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen à son tour, à chaque fois à l'approche en disant « Mon Dieu, c'est terrible, j'ai pas mes 500 parrainages ». Une chose est sûre, c'est que je trouve important que Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon... Vous souhaitez qu'il soit candidat ? Bien sûr, parce qu'ils correspondent aujourd'hui à des opinions qui sont partagées dans notre pays, même si et qui méritent d'être entendus, qu'on les partage ou pas. Je suis un démocrate et je pense que les adversaires se combattent dans la joute politique si c'est nécessaire, mais ne se combattent pas par l'empêchement. Où en est Ensemble Citoyen ? On n'entend plus parler de ce grand rassemblement, cette fameuse maison commune, à tous les partis soutenant Emmanuel Macron. Mais où est-ce qu'on en est ? Il vit tous les jours. Je suis président d'un groupe. Non, mais sérieusement, je suis président d'un groupe qui, tous les jours, même le samedi, même le dimanche, encore ce week-end, travaille avec le groupe Agir, avec le groupe Modem, et nous faisons vivre cette maison commune. Mais sans le groupe Horizon. Ensuite, il n'y a pas de groupe Horizon. Mais sans le parti Horizon. Parce que, là, je vous parle de l'Assemblée. Mais vous avez raison, je vais être franc avec vous. Il y a ensuite une organisation de partis. Il y a actuellement une discussion sur une fusion possible entre Horizon et Agir. Je crois que les Français sont assez peu attachés à ces débats-là. On n'a pas voulu de cette fusion. Emmanuel Macron a dit à l'ensemble des cadres politiques qui l'entourent, franchement, en ce moment, est-ce que l'actualité, c'est celle de faire des accords d'appareil ou est-ce que c'est celle de préparer une campagne présidentielle ? Donc il s'y est opposé.
Non, je ne crois pas qu'il se soit opposé. Je ne sais pas, je n'étais pas dans cette discussion, si cette discussion a eu lieu. Ce que je sais, c'est le message que moi j'ai entendu du président, c'est, écoutez, on a mieux à faire en ce moment que de travailler sur l'organisation des partis et des fusions de partis. Mais ce que je sais aussi, et j'ai encore entendu Édouard Philippe ce week-end, c'est son engagement total, plein, entier, fidèle, loyal en faveur de la candidature d'Emmanuel Macron, et s'il est candidat, en soutien à Emmanuel Macron. Alors, je sais que vous réfléchissez déjà aux législatives, évidemment. Est-ce qu'il y aura une candidature unique, je dis bien unique, de la majorité présidentielle, comprenant horizon dans chaque circonscription en juin? Ça me paraît d'évidence, et je le souhaite. D'évidence. Ça me paraît d'évidence. Édouard Philippe est parfaitement d'accord. Je ne suis plus le porte-parole, j'étais porte-parole de son gouvernement. Qui demande effectivement le rassemblement et l'élargissement de la majorité. Vous étiez son porte-parole, oui. Mais l'élargissement de la majorité, il en a été le premier acteur, mais aussi le premier bénéficiaire. Quand Emmanuel Macron l'appelle, alors qu'il n'avait pas fait la campagne d'Emmanuel Macron pour être Premier ministre de la France, c'est parce qu'Emmanuel Macron a voulu construire une politique d'élargissement politique, et donc de dépassement politique, de sortir des vieilles querelles entre la gauche et la droite. Et nous devons continuer à le faire. Et je sais combien Édouard Philippe y a contribué et combien il y contribuera. Bien, vous le sentez très solidaire. Vous n'avez aucun doute. Non. Aucun doute. Non, je n'ai pas de doute. Parce que moi, vous savez, j'ai toujours écouté Édouard Philippe, j'ai toujours cru à sa parole et je ne l'ai jamais vu dévier. Il a dit qu'il s'engagerait totalement dans la campagne présidentielle en soutien d'Emmanuel Macron, et c'est ce que je vois qu'il fait. Éric Zemmour propose des établissements spécialisés pour scolariser les enfants handicapés et dénonce l'obsession de l'inclusion de ces enfants, mauvaise manière faite aux autres enfants et à ces enfants-là, dit-il. Je ne veux pas que l'obsession de l'inclusion nous prive et nous conduise à négliger la nécessité d'établissements spécialisés, a complété Éric Zemmour, édulcorant un peu sa première déclaration. Alors, est-ce que l'idéologie égalitariste de l'éducation nationale maltraite les enfants handicapés, comme le dit Zemmour? Vous vous rendez compte ce qu'il dit? Il dit « Je ne veux pas que les enfants soient gênés par la présence d'un enfant en situation de handicap ». Mais dans quel monde de dingue on est quand on peut entendre des propos aussi dégueulasses que cela? Je veux dire, mais qui sont très révélateurs de ce qu'est Éric Zemmour. De toute façon, c'est toujours la chasse à l'autre. Il a toujours un bouc émissaire, un étranger, et là, un enfant en situation de handicap qu'il montre du doigt et qu'il veut parquer dans des établissements spécialisés. Il veut créer des établissements spécialisés. Excusez-moi d'avoir la brutalité de ces mots, mais qui correspondent à cette réalité. Les enfants seraient gênés. Mais enfin, qu'il aille dans une école. J'ai été maire de Forcalquier pendant longtemps. J'ai eu des classes spécialisées. J'ai eu des enfants accueillis dans les classes, autant du public que du privé. Et à chaque fois, j'ai vu de la fierté. Je n'ai pas vu ce dont M. Zemmour parle. Dernière question. J'ai lu je ne sais pas si vous avez lu l'interview du neuropsychiatre Boris Cyrulnik hier dans le journal du dimanche, qui exhorte Emmanuel Macron à rapatrier les enfants français, ils seraient 200, et leurs mères, enfants de djihadistes, enfants retenus dans des camps du nord-est de la Syrie depuis, pour certains, 5 ans. Est-ce que vous défendez ce rapatriement ? C'est un sujet que j'ai eu à connaître quand j'étais ministre de l'Intérieur, et nous avons procédé de la façon la plus systématique, quand c'était possible, au rapatriement des enfants orphelins. Aujourd'hui, il y a des camps qui ne sont pas tenus par des autorités avec lesquelles on peut travailler, et imaginer ce rapatriement d'un claquement de doigts serait d'abord irréaliste, mais en plus dangereux. Mais dangereux, c'est pas ce que dit Boris Cyrulnik. Il dit, plus ils resteront là-bas, moins ils aimeront la France. Ils sont récupérables si on s'en occupe maintenant, dit-il. Ne pas rapatrier est dangereux pour notre sécurité. Mais d'abord, il parle des enfants, il parle de leur mère, et des parents peut-être. Vous savez que pour avoir eu à en connaître, ça n'était pas qu'une affaire d'hommes d'aller faire la guerre en Syrie. C'était aussi une affaire de femmes. Et je peux vous dire que, et j'ai vu passer, et je n'entre pas dans les détails, beaucoup de dossiers, d'analyses, où il y avait des femmes extrêmement violentes, extrêmement dangereuses. Et donc aujourd'hui, il n'est pas question d'exposer les Français à ce risque-là, parce qu'il y aurait un seul enjeu humanitaire. Nous devons mener les deux. Nous devons mener les deux de front. La question du rapatriement au cas par cas, dossier par dossier. Et c'est ce que la France fait depuis plusieurs années, mais sans tomber dans une forme d'humanisme que j'entends bien, mais qui exposerait le reste des Français. Si on attend trop longtemps, ces enfants n'auront que la violence pour seule expression, explique Boris Cyrulnik. Et je l'entends bien, mais ce que je sais, c'est que nous devons le traiter au cas par cas, y compris dans les moyens d'accompagnement de ces enfants qui ont vécu des traumatismes horribles. Vous savez, c'est la difficulté d'être responsable politique. Mon cœur
ma générosité personnelle dit bien sûr cette évidence. La réalité, c'est ce que j'ai eu à connaître et ce que le président de la République connaît aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas dire d'un claquement de doigts, on va faire cela. Et puis, c'est la connaissance des différents camps où aujourd'hui, il y a des femmes, des hommes, des Français avec des enfants qui sont emprisonnés. Aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de nous rendre sur place. Nous ne sommes pas dans des camps humanitaires. Nous sommes dans des prisons qui sont tenues par des gens avec lesquels nous n'avons pas un dialogue diplomatique. Dernière question. Valérie Pécresse, menacée par le président de l'Azerbaïdjan après sa visite en Arménie, est-ce qu'Emmanuel Macron va intervenir ? Mais de toute façon, Emmanuel Macron, sur ces sujets, interviendra systématiquement quand on menacera une personnalité politique, un citoyen, pour avoir des opinions qui peuvent déplaire. Vous savez, les tensions qui existent entre l'Europe, la France et l'Azerbaïdjan sont des tensions qui portent sur des sujets nombreux. Il doit intervenir ? Mais il le fait régulièrement pour rappeler ce qui fonde notre démocratie. Dans notre démocratie, on a le droit d'avoir un regard critique sur l'Azerbaïdjan. Valérie Pécresse a tenu des propos qui ont irrité ce pays. Elle est libre de le faire. Merci Christophe Castaner. Il est 8h53. Valérie Pécresse qui sera avec moi demain soir pour notre nouvelle émission La France dans les yeux en direct d'Uzerche sur BFM TV à partir de 20h50. 8h53.